L'aube se lève sur les côtes salées du nord de la France, en l'an 845 après Jésus-Christ. L'air est déjà chargé de la tension d'un continent qui se réveille trop tard face à une menace qu'il comprend à peine. Quelques mois auparavant, de petits groupes d'hommes venus du nord avaient commencé à sonder les côtes du royaume franc. Des incursions rapides dans des monastères, des villages et des comptoirs commerciaux. Mais aujourd'hui, une vaste flotte était apparue à l'horizon, plus organisée, plus nombreuse que quiconque aurait pu l'imaginer. La Seine est calme dans la lumière tamisée, une feuille argentée qui coupe la terre, et le long de ses rives, une troupe de soldats francs s'est rassemblée à la hâte. Leurs boucliers sont inégaux, leurs cottes de mailles rapiécées, mais leurs yeux sont fixés sur le coude de la rivière où s'enroule un brouillard bas. Lentement, presque silencieusement, le premier bateau à proue de dragon apparaît. Sa coque est sombre comme du fer mouillé, ses rames descendent et remontent à l'unisson. Derrière lui, beaucoup d'autres émergent du brouillard, glissant vers l'avant comme des ombres vivantes. Les Francs crient des ordres, resserrant leurs rangs, mais même leurs commandants ne peuvent réprimer la peur qui leur glace les os. Ils savent que Paris a déjà brûlé une fois, dans leur mémoire et dans les rumeurs. Ils savent que les hommes du Nord sont passés du statut de pillards opportunistes à celui d'une force capable d'attaquer avec précision, rapidité et une coordination terrifiante. Devant eux, la flotte est prête à régler ses comptes. Un tribut sera exigé, la ville pourrait tomber. Et pourtant, cette tentative désespérée pour endiguer la marée n'est qu'un chapitre tardif d'une histoire qui a commencé bien avant. Bien avant que les voiles n'assombrissent la Seine ou que les rois francs ne se précipitent pour comprendre les hommes derrière les haches. Des siècles d'hivers rigoureux, de fjords gelés, de forêts denses et de fermes glacées avaient forgé un peuple endurci par la pénurie et le besoin. Dans les vallées profondes de Norvège, le long des plaines du Danemark et au bord des larges fleuves sinueux de Suède, l'histoire des Vikings commençait déjà à prendre forme, avec des bateaux conçus pour conquérir les fleuves et les océans, des chefs tribaux consolidant leur pouvoir, des réseaux commerciaux en expansion et des guerriers apprenant les arts du pillage et de la colonisation. Avant l'ère viking, aux confins de l'Europe du Nord, bien avant que le fracas des cornes de guerre et le cliquetis du fer n'atteignent les côtes de l'Angleterre et de la France, entre 500 et 750 après Jésus-Christ, la terre elle-même façonnait la vie de ceux qui seraient un jour appelés les Vikings. La Scandinavie, encore rude et sauvage, s'étendait à travers des fjords escarpés, des forêts denses de conifères et des plateaux balayés par le vent. L'hiver recouvrait les montagnes de Norvège d'une neige si épaisse que les rivières gelaient complètement et que l'air était glacial. Au Danemark, les basses terres étaient traversées par des ruisseaux et des marécages, fertiles mais traîtres, avec un sol sombre et difficile à labourer pour les premiers agriculteurs. Les voies navigables de Suède ouvraient des chemins à travers les forêts denses. Au fil des siècles, ces paysages ont accueilli des tribus et des chefferies qui allaient un jour former l'épine dorsale de la société nordique. Au VIe siècle, les tribus germaniques de toute la Scandinavie ont commencé à s'unir pour former les premiers groupes danois, suédois et norvégiens. Ils étaient unis par leurs liens de parenté, leur langue et les premiers signes d'une identité régionale. Le proto-nordique est devenu la langue du Nord, gravée en runes rudimentaires sur des pierres, des armes et des bijoux. Au milieu des forêts et des fjords, de petites colonies se regroupaient autour des rivières et des ports naturels, leurs maisons en bois résistantes à la neige et au vent. Le fer, autrefois rare, s'est répandu dans la région, permettant la fabrication d'outils et d'armes plus efficaces. Cela a jeté les bases tant de la subsistance que de la conquête. L'évolution de la mer elle-même allait dicter la trajectoire de ce peuple. À la fin du VIe siècle, les constructeurs navals commencèrent à perfectionner la conception des bateaux à coques superposées, dont les planches se chevauchaient pour former des coques suffisamment résistantes pour naviguer aussi bien sur les rivières que sur la mer ouverte. Légers, souples et rapides, ces bateaux permirent aux chefs tribaux d'atteindre des communautés éloignées, d'explorer des eaux inconnues et de transporter des marchandises ou des hommes avec une efficacité sans précédent. Le long des côtes, les forgerons martelaient le fer, les marchands échangeaient de l'ambre et des fourrures, et l'odeur de la fumée des fours à bois se mêlait à la salinité de la mer du Nord. Même à cette époque, les tribus du Nord commençaient à regarder vers l'extérieur.
Le 7e siècle a vu l'émergence de petits centres de pouvoir régionaux. Des forts se dressaient sur les collines comme des sentinelles de pierre. Upakra, dans le sud de la Suède, et Bor, en Norvège, protégèrent les terres fertiles situées en contrebas. Ces forts, bien que défensifs, devinrent également des sièges d'autorité, où les chefs tribaux rendèrent justice, présidaient des banquets et mobilisaient des guerriers. À l'intérieur de leurs salles en bois, les torches faisaient scintiller les crânes polis de bétail, l'éclat des broches en bronze et les inscriptions runiques qui marquaient la propriété du clan. Au-delà des fortifications, les gens ordinaires cultivaient les champs, pêchaient dans les rivières et chassaient dans les forêts, leur travail subvenant à la fois à l'élite et à l'économie émergente. Au milieu du 7e siècle, les lieux de culte païens, les temples circulaires en bois d'Upakra, les autels en pierre de bord et les idoles sculptées étaient disséminés sur les collines et les berges des rivières. Dans ces lieux, du bétail, des vaches, des chèvres ou des chevaux étaient offerts en sacrifice à des divinités telles qu'Odin, Thor et Frey, parfois lors de sacrifices sanglants sur des poteaux en bois ou des abreuvoirs en pierre. Les fêtes saisonnières rythmaient l'année agricole. Au printemps, des prières et des libations étaient faites pour demander une terre fertile. Au solstice d'été, des feux étaient allumés sur les collines pour guider le soleil et invoquer l'abondance. À l'automne, les banquets de la récolte comprenaient des chants, des récits et des offrandes symboliques d'hydromel et de céréales. Les routes commerciales ont étendu l'influence de ces peuples du Nord. À partir de 700 après Jésus-Christ environ, les voies fluviales suédoises acheminaient des marchandises vers la Baltique, tandis que les ports danois ouvraient des voies vers la Frise et au-delà. Les marchands nordiques naviguaient sur les fleuves à l'intérieur des terres, échangeant des fourrures, de l'ambre et du fer contre de l'argent, des textiles et des objets exotiques provenant des mondes slaves et francs. Les villages situés le long de ces routes prospéraient, les cabanes des marchands côtoyaient les tavernes et les chantiers navals, leurs quais résonnant du craquement du bois et du murmure des langues venues de contrées lointaines. Au milieu du 8e siècle, des bateaux plus grands sont apparus, avec des coques allongées capables de traverser la mer du Nord agitée. Ils n'étaient plus de simples moyens de transport. Ils transportaient désormais des guerriers, des provisions et l'ambition des chefs tribaux impatients de découvrir le reste du monde. Les pressions démographiques en Norvège et au Danemark s'intensifiaient à mesure que les terres cultivables atteignaient leurs limites. Les petits rois consolidèrent leur pouvoir en tissant des alliances par le biais de mariages, de serments et parfois de violences. Ces dirigeants, bien que peu nombreux, exerçaient une autorité soutenue par leur capacité à se déplacer rapidement sur l'eau. À la fin du 8e siècle, les pressions s'accumulaient. Les populations étaient tendues par des ressources limitées. Les chefs tribaux ambitieux cherchaient à étendre leur influence au-delà des côtes locales. Le commerce apportait la richesse, mais aussi la tentation de prendre davantage par la force. Le décor était planté pour une transformation. À l'aube de l'ère viking. En 793 après Jésus-Christ, à Lindisfarne, les murs du monastère tremblèrent lorsque la première incursion viking enregistrée surprit les îles britanniques. Ce fut l'aube de l'ère viking. Depuis les eaux grises de la mer du Nord, les dracars apparurent à l'horizon, avec leurs proues sculptées en forme menaçante et leurs voiles sombres recouvertes de goudron. Avant l'aube, l'air fut déchiré par le cliquetis du fer et les cris des moines. Les torches éclairaient les visages terrifiés de ceux qui avaient vécu dans un isolement pieux, tandis que les haches détruisaient les portes et les autels sacrés. Le raid fut chirurgical, précis et rapide. Une onde de choc parcourut toute l'Europe chrétienne. Les hommes du Nord étaient entrés dans l'histoire non seulement comme des pillards, mais aussi comme une force façonnée par la terre, la mer et l'ambition. Dans les années qui suivirent, le phénomène s'intensifia. Entre 794 et 795, les moines d'Iona et des monastères côtiers irlandais découvrirent à leurs dépens la terreur que inspiraient les hommes du Nord. Les bateaux en bois glissaient silencieusement sur les eaux froides, les guerriers sautant sur le rivage avec des haches, des lances et du feu. Les villages fuyaient ou se fortifiaient à la hâte, mais rares étaient ceux qui pouvaient résister à l'attaque soudaine et brutale. Des bases saisonnières furent établies le long des côtes et des embouchures des fleuves, marquant le passage du pillage opportuniste à l'occupation semi-permanente.
Au début du IXe siècle, les pillards scandinaves traversèrent la mer du Nord pour attaquer la Frise et les côtes de la France carolingienne. Les villes situées le long de la Seine et du Rhin furent confrontées à des incursions récurrentes, les marchands s'enfuyaient avec leurs biens et les seigneurs locaux s'empressaient d'organiser des défenses ou de payer un tribut. En 841, les Vikings avaient fortifié un long fort à Dublin, passant du statut de pillard à celui de colon. Des palissades en bois entouraient les villages temporaires, les bateaux reposaient dans des ports protégés et les provisions pour l'hiver étaient stockées. Cette transition marqua la croissance de l'influence et du contrôle permanent. Les réseaux commerciaux s'étendirent parallèlement à l'ambition militaire. L'argent du continent affluait vers le nord, les fourrures et l'ambre voyagèrent vers le sud et les jeunes guerriers s'entraînaient toute l'année, perfectionnant leurs techniques sur les rivières et les fjords avant d'être lâchés sur les côtes lointaines. En 845, le personnage légendaire de Ragnar Lodbrok, dont le nom résonnerait dans les sagas pendant des générations, mena une attaque audacieuse contre Paris. Depuis l'embouchure de la Seine, sa flotte de près de 120 dracars, chacun mesurant 18 mètres de long, étroits et à faible tirant d'eau, glissait silencieusement à travers les marais et les plaines tidales. Les Vikings s'approchèrent de la ville sans être détectés jusqu'au dernier moment. Avec leurs proues en forme de dragon et leurs silhouettes élancées, leurs dracars fendaient l'eau comme des couteaux, les rames montant et descendant à l'unisson. Paris se préparait, mais de manière insuffisante. Charles le Chauve avait rassemblé une force mixte composée de laïcs, de miliciens et d'un petit nombre d'hommes entraînés, soit environ 5 000 à 6 000 hommes au total. L'infanterie était principalement composée de paysans, recrutés à la hâte, armés de lances, d'outils agricoles et de boucliers usés. Un petit noyau de soldats francs professionnels, vêtus de cottes de mailles et expérimentés, était dispersé le long de palissades en bois et d'un pont de pierre bas qui enjambait la Seine. Les archers, peu nombreux et répartis de manière inégale, se postèrent en hauteur, visant à travers le fleuve. La cavalerie, forte d'environ 500 hommes, restait derrière les lignes sur un terrain plus élevé, mais le marécage rendait les déplacements lents et dangereux. La coordination était faible, les messages entre les commandants atteignaient rarement les lignes de front et la peur minait le moral. La stratégie des Vikings reposait sur la vitesse, la surprise et l'avantage du fleuve. Ragnar divisa ses forces en 3 escadrons. L'un d'eux a contourné la rive droite, sondant les défenses et attirant l'attention des Francs. La flotte principale a glissé le long du coude de la rivière, cachée dans le brouillard. Une 3e unité a manœuvré en amont pour éviter les renforts. Les archers, à bord des dracars, firent pleuvoir des flèches sur les défenseurs, tandis que les grappins et les planches permettaient à l'avant-garde d'escalader les fortifications. Les haches et les couteaux brillèrent, tandis que les hommes formaient des boucliers entrelacés, poussant contre les palissades avec une pression implacable. Des bateaux incendiaires flottaient en aval, mettant le feu aux structures en bois et créant une fumée qui obscurcissait les positions défensives. Les Francs tentèrent des contre-attaques. Les archers tirèrent des salves sur les bateaux qui approchaient, mais les angles étroits, la panique et les hauts boucliers des Vikings rendirent la plupart des tirs inefficaces. La cavalerie tenta de charger à travers les berges boueuses de la rivière. Les sabots s'enfonçaient dans la boue, laissant les cavaliers vulnérables aux tirs de projectiles et se faisant abattre par des haches et des lances. Les tentatives d'incendie des bateaux Vikings amarrés échouèrent, car les longs bateaux pouvaient se déplacer avec la marée, restant hors de portée. Les formations d'infanterie s'effondrèrent sous la double pression de la terreur psychologique et de l'assaut physique. La prévoyance logistique de Ragnar était impressionnante. Les Vikings avaient exploré les lieux des mois auparavant, synchronisant leur avancée afin que les navires puissent s'approcher des remparts de la ville à marée haute. Les crochets, les échelles et les planches étaient déjà en place. Les unités avancèrent par vagues synchronisées, attaquant plusieurs points simultanément, empêchant ainsi les Francs de concentrer leurs forces. La retraite était déjà planifiée. Si la résistance s'intensifiait, les dracars pourraient descendre le fleuve à couvert dans le brouillard, se regrouper et attaquer à nouveau. La panique s'est répandue parmi les troupes franques, les levées ont rompu les rangs et la chaîne de commandement s'est désintégrée. Charles le Chauve, sous la pression des nobles qui craignaient de perdre leurs terres et leurs familles, a accepté de payer 20 000 livres d'argent. Ce tribut assura une trêve temporaire pour Paris.
Cependant, la ville avait déjà subi des dommages partiels et la réputation des Vikings pour leurs ruses stratégiques et leur férocité était désormais scellée. Le siège marqua également un changement dans les opérations vikings. Ce n'étaient plus seulement des pillards saisonniers. Ces hommes du Nord étaient capables de mener des campagnes coordonnées, combinant logistique, exploration des colonies et attaques directes. En 850, la relation des Vikings avec l'Angleterre et le nord de la France changea de manière décisive. Les forces hivernantes devinrent courantes, marquant une transition entre le pillage saisonnier et l'ambition territoriale. Des campements se sont établis le long des rivières et des estuaires, et les chefs nordiques ont commencé à nouer des alliances avec les chefs locaux, échangeant leur influence et leur protection contre des provisions. Les fjords offraient un abri pour des sorties soudaines, les rivières devenaient des voies d'accès pour des incursions rapides à l'intérieur des terres, et les vents dominants pouvaient transformer une retraite en une attaque surprise. Les villages situés le long des côtes et des estuaires s'adaptèrent, certains se fortifiant contre les attaques inévitables, d'autres choisissant une collaboration pragmatique avec la présence viking pour assurer leur survie. La Norvège, le Danemark et la Suède comptaient de nombreux petits royaumes, souvent en désaccord mais unis par une culture martiale et une expertise maritime. La mosaïque des royaumes anglo-saxons de Grande-Bretagne était vulnérable, fragmentée et mal coordonnée en matière de défense. La France était en proie à des divisions internes. Les vestiges de la consolidation carolingienne s'étendaient sur un territoire vaste et varié. La Baltique offrait de riches terrains commerciaux et de pillage, tandis que les steppes occidentales abritaient toujours des communautés slaves et des réseaux commerciaux fluviaux. En Scandinavie, la consolidation du pouvoir se poursuivait. Les chefs tribaux renforçaient les fortifications, entretenaient des flottes et entraînaient les guerriers à la guerre saisonnière et aux campagnes prolongées. Les forts sur les collines se multipliaient et les lieux de rassemblement, ou choses, officialisaient la coordination juridique et militaire. La richesse s'accumulait grâce aux tribus et au commerce, finançant à la fois l'armement et le luxe, tandis que les mouvements saisonniers permettaient d'alléger temporairement les pressions démographiques. Cependant, la tension restait latente. La surpopulation, les revendications rivales et la tentation des richesses étrangères créaient un mélange explosif. Cela annonçait les grandes expéditions à venir, comme la formation de la Grande Armée païenne quelques décennies plus tard. Au milieu du IXe siècle, les premières secousses d'une ère d'expansion se transformèrent en une marée montante. Les dracars sillonnaient les rivières et les mers avec une efficacité surprenante, les groupes de pillards coordonnaient leurs actions sur des centaines de kilomètres, et les bases côtières fortifiées témoignaient d'une présence stratégique durable. L'Europe apprit à reconnaître la signature distinctive de l'agression nordique, soudaine, rapide et dévastatrice. Les monastères, les villes et les ports s'adaptèrent, souvent en vain. L'explosion de violence des raids, qui fut d'abord si surprenante à Lindisfarne, devint un crescendo récurrent dans la saga grandissante de l'ambition viking. Un monde façonné par la terre et la mer, par le climat et l'habileté, par l'ambition et l'opportunité, se préparait désormais à une transformation dramatique. À partir de ce moment, les Vikings allaient s'étendre. Expansion scandinave dans l'Atlantique Nord. Au milieu du IXe siècle, les voyages de reconnaissance vers l'Atlantique Nord se transformèrent en colonies permanentes. Ingolfr Arnarson, un chef norvégien dont on se souvient traditionnellement grâce à la chronique médiévale islandaise Landnámabók, arriva en 874 dans le cadre d'un exode de familles fuyant les efforts d'unification politique du roi Harald Fairhair, le premier monarque à avoir consolidé une grande partie de la Norvège sous une seule couronne à la fin du IXe siècle. L'ascension de Harald a mis fin à l'ancien système de dirigeants régionaux semi-indépendants. Les chefs rivaux qui ont refusé de se soumettre ont vu leurs terres confisquées ou leur influence réduite. Beaucoup de ces familles déplacées, composées de guerriers, d'agriculteurs, de charpentiers de marine et de leurs familles, se sont dirigées vers l'ouest, vers l'Atlantique Nord. Ingolfr était l'un d'entre eux, et son installation près de ce qui allait devenir Reykjavik marqua la réorientation délibérée des élites politiques norvégiennes, des petits nobles et de leurs dépendants, vers de nouveaux territoires non revendiqués où leur autorité pourrait perdurer sans l'ingérence d'un roi centralisateur. Au cours des décennies suivantes, ces migrants s'installèrent le long des fjords et des embouchures des rivières d'Islande.
Il ne s'agissait pas d'inconnus errants, mais de lignées identifiables enregistrées dans le Landnámabók, des clans puissants comme la famille Aude la Profonde, dont la matriarche était une noble chrétienne veuve des Hébrides, les descendants de Ketil Flatnose, un éminent seigneur de guerre norvégien ayant des liens avec l'Écosse et les îles, et les partisans de Hjörleifr Rodmarsson, le frère adoptif d'Ingolfr, dont le meurtre par des esclaves a provoqué l'un des premiers actes de vengeance enregistrés sur l'île. Ces colons sont arrivés avec des bateaux, du bétail, des esclaves et des richesses transportables. De longues maisons en terre et en bois s'élevaient le long des criques protégées, tandis que les familles traçaient des pâturages sur les sols volcaniques et scrutaient l'horizon à la recherche des tempêtes qui glissaient depuis la mer du Groenland. Entre 880 et 930, le tissu social tissé par ces familles transforma les colonies dispersées en blocs de pouvoir régional bien définis. Le pouvoir était entre les mains des Godars, chefs tribaux locaux dont l'autorité ne provenait pas d'une monarchie héréditaire, mais de leur capacité à rassembler des partisans, à régler les différends, à négocier des alliances et à défendre l'honneur au sein de leur district. Des personnalités telles que Thorstein Ingolfsson, fils d'Ingolfr, et d'autres dirigeants de deuxième génération s'appuyaient sur la parenté, le mariage et la richesse, en particulier le contrôle des pâturages et des ports commerciaux pour consolider leur influence. Ces Godars étaient des intermédiaires politiques et non des dirigeants absolus. Leur pouvoir dépendait de leur réputation personnelle, de leur générosité lors des banquets saisonniers et de leur capacité à arbitrer les différends avant que les conflits ne dégénèrent en vendettas sanglantes. À mesure que la population augmentait et que les revendications foncières se multipliaient, la nécessité d'un ordre juridique coordonné devint inévitable. L'assemblée de Þingvellir en 930, où fut fondé l'Alþing, réunit des dizaines de ses chefs tribaux et des centaines d'agriculteurs libres. Cela marqua la création d'une institution opérationnelle. La loi était récitée oralement par le Lögsögumadur, ou orateur des lois, élu pour une période de 3 ans. Les litiges concernant les limites des pâturages, les droits de succession, les paiements pour homicide et le sauvetage des naufragés étaient entendus et jugés. L'Assemblée créa un mécanisme commun pour résoudre les tensions. En ancrant formellement l'autorité légale dans une assemblée publique plutôt que dans une monarchie, les Islandais ont établi l'un des premiers systèmes parlementaires au monde. L'expansion vers l'ouest, au Groenland, s'avéra encore plus difficile. Éric le Rouge, né Éric Thorvaldsson en Norvège, puis exilé d'abord de Norvège puis d'Islande, à la suite d'une série de disputes violentes et de meurtres, devint le moteur de cette nouvelle frontière. Son dernier exil vers 982 l'obligea à regarder au-delà des mers connues. Guidé par des rapports fragmentaires faisant état de terres aperçues à l'ouest, il entreprit un voyage à travers le détroit du Danemark, une bande traîtresse de près de 300 000 marins où la glace flottante, les bancs de brouillard et les forts courants subpolaires faisaient couler de nombreux navires avant qu'ils n'atteignent la terre ferme. Contre toute attente, la traversée d'Éric fut couronnée de succès. Lorsqu'il atteignit la côte complexe du sud du Groenland, il cartographia minutieusement ses fjords, répertoriant les pâturages et les sites d'implantation dans d'étroites bandes habitables qui seraient plus tard connues sous le nom de colonies orientales et occidentales. Les personnes qui le suivirent entre 985 et 986 n'étaient pas des aventuriers en quête de nouveautés. Il s'agissait de familles norvégiennes et islandaises établies, déplacées par des querelles internes, des alliances changeantes et la pression des chefs tribaux et des rois émergents. Parmi eux se trouvaient des groupes apparentés à la famille d'Éric, notamment les maisons de Théodildre, l'épouse d'Éric, et de ses enfants Leif, Thorvald et Freydis, de riches agriculteurs à la recherche de nouveaux pâturages pour leurs troupeaux, ainsi que des serviteurs, des esclaves, des charpentiers et des forgerons dont le travail soutenait tous les aspects de la survie coloniale. Ils débarquèrent dans des fjords tels que Kassiarsuk, Brattahlid d'Éric et Igalikku, et construisirent immédiatement des fermes en terre et en pierre conçues pour les isoler des hivers arctiques. Ces sites conservent encore aujourd'hui les contours des longues maisons, des étables et des églises. Au Groenland, l'été exigeait un travail ininterrompu. Les colons devaient se mettre au travail pour couper et sécher suffisamment de foin pour nourrir les vaches pendant le long hiver, déplacer les moutons sur des pentes marginales ou les sols pauvres
offrait un pâturage bref mais nécessaire, et réparait les bâtiments endommagés par les tempêtes. Les ressources marines comblaient les lacunes. Les familles organisaient des chasses aux phoques le long de routes migratoires prévisibles, capturant des phoques annelés et des phoques à bec dont la viande et la graisse étaient essentielles pour les provisions hivernales. Des voyages réguliers vers le nord, vers la baie de Disco et d'autres terrains de chasse riches, fournissaient de l'ivoire de morse, des peaux et des défenses de narval, des produits de luxe très prisés sur les marchés européens, en particulier en Scandinavie et dans les réseaux commerciaux de la Baltique. Les ménages suivaient les réserves de fourrage avec une précision mathématique, sachant qu'une tempête violente ou un gel précoce pouvait condamner tout le troupeau. Le bois flottant, transporté depuis la Sibérie et l'Amérique du Nord par les courants arctiques, constituait la principale source d'approvisionnement en bois de la colonie, et sa rareté conditionnait tout de la réparation des bateaux à la construction des maisons. La banquise dictait le rythme des déplacements. Son retrait tardif pouvait retarder les expéditions de chasse, tandis que son retour précoce pouvait piéger les voyageurs dans des camps isolés pendant l'hiver. Chaque décision, qu'il s'agisse d'abattre du bétail tôt, d'envoyer des hommes chasser le morse lointain ou de risquer un voyage en Islande, avait des conséquences. Vers l'an 1000, Leif Erikson lança une autre expédition vers l'ouest, guidé par les observations précédentes de Bjarni Herjolfsson, dont le voyage errant le long de côtes inconnues suggérait l'existence de terres au-delà du monde connu. Le débarquement de Leif à l'emplacement de l'actuelle lance aux Meadows à Terre-Neuve lui permit de découvrir des forêts beaucoup plus riches que les pentes déboisées de l'Islande et des sols capables de produire des céréales indigènes. Les Nordiques appelèrent ces régions Helluland, Markland et Vinland, les distinguant par leur formation rocheuse, leur couverture forestière et leur abondance saisonnière. Bien que les tentatives de colonisation permanente aient échoué en raison des conflits avec les populations indigènes, connues dans les sagas sous le nom de Skraelingjar, et de la pression logistique liée au maintien des lignes d'approvisionnement transatlantiques, ces voyages représentent l'extension la plus occidentale de l'expansion médiévale européenne avant Christophe Colomb pendant près de 5 siècles. À la fin du millénaire, le monde nordique s'étendait des plaines fluviales d'Europe de l'Est aux fermes de la toundra du Groenland et aux côtes dégagées du Vinland. Des réseaux de lois, de commerce et de parenté reliaient ces communautés éloignées, mais la guerre, le pillage et la spoliation n'ont jamais cessé en Europe. Les Vikings en Angleterre. En 865, une grande armée, connue dans l'histoire sous le nom de Grande Armée païenne, débarqua sur la côte brumeuse de l'East Anglia. Dirigée par l'énigmatique Ivar le Désossé et l'expérimenté Halfdan, cette force était composée de guerriers nordiques provenant de diverses régions. Il ne s'agissait pas d'une simple bande de pillards. La prise de York en 866 marqua un tournant. La ville, située sur l'Ouse et protégée par des accès marécageux, devint le cœur d'un royaume viking en Northumbrie. Des fortifications en bois furent érigées, les portes furent renforcées et de longues maisons furent construites pour accueillir à la fois les guerriers et les colons. À partir de ces positions, les groupes de pillards se sont répandus dans les terres environnantes, exploitant les faiblesses des défenses anglo-saxonnes, percevant des tribus et consolidant leur contrôle. L'année 869 a eu des conséquences sombres pour l'Est-Anglie. Le roi Edmund, connu pour sa piété et son courage, a été capturé et exécuté par les forces vikings. Cet acte provoqua une onde de choc à travers toute l'Angleterre. En 870, l'armée concentra son attention sur le Wessex, le royaume qui n'avait pas encore été conquis. Là, Alfred, qui venait d'accéder au trône aux côtés de son frère Ethelred, fit face à une menace existentielle lors de la bataille d'Ashdown. Le 8 janvier 871, les Saxons occidentaux affrontèrent la grande armée païenne. Les rois Alfred et Ethelred se mobilisèrent rapidement, rassemblant des milices de tout le royaume, tandis que les Vikings, qui comptaient entre 3000 et 5000 guerriers, étaient des combattants expérimentés dans le pillage, les formations en murs de boucliers et l'intimidation psychologique. Le champ de bataille était une crête près des Berkshire Downs où le terrain joua un rôle décisif. Les Vikings prirent la position surélevée, un avantage tactique qui permit à leurs archers et à leurs écuyers en première ligne d'interrompre les formations saxonnes qui avançaient.
Ethelred positionna initialement son armée pour un assaut direct, mais selon la chronique anglo-saxonne, c'est Alfred, à la tête d'une partie des forces saxonnes, qui prit l'initiative en attaquant le flanc viking, même si la crête favorisait les défenseurs. Les Saxons disposèrent leur infanterie en formation de murs de boucliers, mettant l'accent sur la cohésion, la discipline et la protection mutuelle contre les haches et les lances vikings, tout en combattant avec des arcs depuis les flancs chaque fois que cela était possible. Le choc fut violent, marqué par un combat au corps à corps intense, lorsque les lignes saxonnes rencontrèrent le mur de boucliers danois. Les sources contemporaines suggèrent que la bataille s'est déroulée en 2 phases principales. Une première poussée du contingent d'Ethelred qui a été stoppée par la résistance viking, suivie de l'intervention décisive d'Alfred qui a exploité les faiblesses de la formation danoise causées par un déploiement inégal le long de la crête. L'assaut combiné des Saxons finit par briser les lignes vikings, les contraignant à battre en retraite. Les pertes furent lourdes dans les 2 camps, mais les archives indiquent des pertes importantes pour les Danois, affaiblissant leur capacité immédiate à menacer le Wessex. La bataille d'Ashdown démontra que les Saxons avaient appris à coordonner des contre-attaques flexibles contre le mur de boucliers discipliné des Vikings. Cependant, les Vikings s'étaient également adaptés à des affrontements prolongés au-delà des pillages rapides. Stratégiquement, Ashdown préserva le Wessex comme bastion de résistance, préparant le terrain pour les campagnes ultérieures d'Alfred. De 873 à 876, les armées vikings se sont divisées. Halfdan s'est installé en Northumbrie, consolidant son pouvoir et intégrant les populations locales dans les systèmes administratifs et fiscaux nordiques. Guthrum, quant à lui, a mené des incursions plus au sud, testant la résistance de la Mercie et du Wessex, sondant les défenses et rassemblant richesses et informations. Cette approche fragmentée permit aux Vikings d'exercer une pression simultanément sur plusieurs fronts, épuisant les ressources anglo-saxonnes et tirant parti du mécontentement local en faveur de l'expansion scandinave. L'affrontement décisif eut lieu en 878 lors de la bataille d'Eddington. Alfred, utilisant des villes fortifiées et des retraites stratégiques pour attirer Guthrum sur un terrain défavorable, affronta les Nordiques dans une bataille décisive. La grande armée païenne, dirigée par Guthrum qui avait déjà dévasté une grande partie du Wessex, était campée et trop confiante. L'affrontement eut lieu près d'Eddington, dans le Wiltshire, où le terrain se composait de champs ouverts entrecoupés de petites rivières et de haies, ce qui favorisait à la fois la cohésion de l'infanterie et les manœuvres de contournement. Les forces d'Alfred étaient principalement composées d'infanterie anglo-saxonne recrutée dans les comtés fidèles au Wessex, complétés par de petits contingents de troupes domestiques entraînées et de serviteurs. Ces soldats portaient des boucliers en bois ou en fer, des lances et parfois des épées, et étaient disposés en formation de murs de boucliers. C'était là l'épine dorsale de la doctrine tactique anglo-saxonne. En revanche, l'armée de Guthrum combinait des guerriers vikings expérimentés, notamment des huskarls, des serviteurs armés d'élite, des bandes de pillards et des milices recrutées dans les territoires précédemment conquis en East Anglia et en Mercie. Ils s'appuyaient sur une combinaison de murs de boucliers, d'archers et de combats au corps à corps à l'aide de haches et de lances. La bataille s'est déroulée avec Alfred, lançant une avancée disciplinée à partir de positions fortifiées établies après avoir quitté Athelney. Les Saxons ont déployé un mur de boucliers dense, absorbant la première attaque viking, tout en réservant des contingents sur les flancs pour exploiter les faiblesses de la formation de Guthrum. Finalement, le mur de boucliers de Guthrum s'est fracturé sous la pression soutenue, forçant une retraite et conduisant à sa capitulation et à son baptême à Halley. La victoire à Eddington a assuré le Wessex et a marqué un tournant dans les guerres vikings. Le traité de Wedmore qui suivit établit les frontières du Danelaw, créant une mosaïque géopolitique où la loi nordique et le gouvernement anglo-saxon coexistaient de manière inconfortable. À la fin du IXe siècle, le Wessex se transforma sur le plan défensif. Alfred institua les bures, des villes fortifiées stratégiquement placées pour sécuriser les routes commerciales, les passages fluviaux et les plaines vulnérables. Ces fortifications, soutenues par des milices permanentes, offraient à la fois une dissuasion et une capacité de réaction rapide. Au cours des décennies suivantes,
Édouard l'Ancien et Æthelflaed de Mercie menèrent des campagnes pour récupérer les territoires sous le contrôle du Danelaw, visant Derby et Leicester, renforçant ainsi la souveraineté anglaise et réduisant l'empreinte nordique. La bataille de Brunanburh en 937 marqua l'apogée de cette lutte. Le roi Athelstan affronta une coalition de forces nordiques, écossaises et de Strathclyde. Le champ de bataille, une vaste plaine traversée par des canaux fluviaux, amplifia l'importance de la cohésion de l'infanterie et des archers, tandis que la cavalerie exécutait des manœuvres de contournement lorsque cela était possible. Les Vikings, experts en frappe rapide et en tactique de contournement, se sont heurtés à une structure de commandement disciplinée et centralisée. La victoire des Anglais a consolidé l'autorité d'Athelstan, renforcé l'intégrité territoriale et marqué un point culminant dans la résistance contre l'incursion scandinave. Cependant, la présence nordique persista. York resta un centre disputé, souvent sous la domination de chefs ambitieux tels qu'Éric Bloodaxe, dont l'expulsion finale en 954 marqua la fin d'un royaume viking indépendant dans le nord de l'Angleterre. À cette époque, l'activité viking était passée de la conquête directe à l'intégration, à la colonisation et à des rébellions occasionnelles. Les réseaux commerciaux se développèrent, les villes évoluèrent vers des marchés fortifiés et les mariages interethniques et les alliances politiques devinrent monnaie courante. En 954, avec la fin de la domination nordique indépendante à York, l'Angleterre entra dans une nouvelle ère. Cependant, l'Angleterre n'était pas la seule terre disputée par les Vikings. Les Vikings en Irlande. En 795, une flotte de bateaux longs et étroits apparut au large de l'île de Lambay, au nord de Dublin. Ce fut le début de la présence viking en Irlande et en Écosse. Les annales contemporaines rapportent la rapidité de l'attaque. Les moines entendirent le cliquetis des rames avant d'apercevoir les grands pillards casqués qui avançaient le long de la côte. Au cours des décennies suivantes, ces premiers pillages devinrent presque une routine. Entre 802 et 821, le monastère d'Iona, situé sur une île isolée au large de la côte ouest de l'Écosse, subit des attaques répétées. Ses églises en pierre et ses salles en bois furent pillées, laissant les échos des psaumes remplacés par le cliquetis du fer et les cris des défenseurs. Malgré leur succès militaire à l'étranger, les Nordiques restaient politiquement fragmentés chez eux. Les chefs danois se disputaient les tribus et les territoires, les jarls norvégiens protégeaient leurs fjords et leurs passages, et les marchands suédois poussaient vers l'est, dans la Baltique, à la recherche de fourrures et d'ambre. La surpopulation et les terres arables limitées poussaient les fils cadets et les guerriers ambitieux vers l'extérieur. En 841, les chefs nordiques Olaf le Blanc et Amlaib Konung ont construit un camp fortifié appelé Longfort le long de la rivière Liffey, formant le noyau de ce qui allait devenir Dublin. Ces Longforts servaient de forteresses saisonnières, mais avec le temps, ils attirèrent des colons permanents, des commerçants, des artisans et des agriculteurs, transformant le site en une communauté dynamique et bilingue qui fusionnait les cultures nordiques et gaéliques. Au milieu du IXe siècle, l'influence nordique s'étendit à l'est de l'Irlande, où des rois et des seigneurs de guerre exercèrent leur pouvoir sur plusieurs provinces. Les dirigeants irlandais ont riposté par des embuscades, des raids et des batailles rangées, profitant du relief accidenté composé de vallées étroites, de gués et de marécages pour résister à la domination nordique. En Écosse, les îles du Nord, les Orcades et les Shetland devinrent des centres administratifs sous la direction de chefs tels que Sigurd le Puissant, qui renforça les jarldoms avec des salles en bois à côté d'anciens broches en pierre. Au milieu du Xe siècle, la présence nordique dans le nord de l'Écosse et les îles du Nord était passée de bases de pillage isolées à des seigneuries maritimes organisées, avec des figures telles que Thorfinn le Puissant, fils de l'ancien jarl des Orcades, Sigurd Lodvirson, qui émergèrent comme des acteurs centraux de cette transformation. Thorfinn revendiqua le jarldom des Orcades après une période de querelles dynastiques et de consolidation interne, unissant les colonies nordiques auparavant fragmentées sous une autorité plus centralisée. Sa famille avait déjà tissé des liens à travers l'Atlantique Nord et le nord de la Grande-Bretagne, reliant les Orcades, les Shetland et le Caithness, grâce à un réseau d'alliances familiales, d'obligations commerciales et d'obligations militaires partagées.
Ces alliances lui ont permis d'exercer son pouvoir non seulement dans les îles, mais aussi dans le nord de l'Écosse, où la mosaïque de descendants pictes, gaéliques continentaux et chefs nordiques rivaux exigeait autant de diplomatie que de force pour être maîtrisée. L'expansion de Thorfinn vers le Caithness illustre l'interconnexion entre le commerce, la gouvernance et la stratégie militaire qui caractérisait le gouvernement nordique. Les colonies situées le long des points côtiers stratégiques servaient à la fois de comptoirs commerciaux et de positions défensives. Les dracars pouvaient se déplacer rapidement entre les fjords, attaquant les communautés hostiles ou interceptant les flottes rivales, tout en transportant des marchandises telles que l'ivoire de Morse, les fourrures et le poisson salé vers la Norvège, l'Irlande et au-delà. Les jarls nordiques s'appuyaient sur une infanterie disciplinée, armée de lances, de haches et de boucliers ronds, souvent disposés en formation de murs de boucliers pour les affrontements directs, tandis que la cavalerie était limitée et que les alliés gaéliques indigènes pouvaient compléter leurs forces. Les pillages côtiers impliquaient souvent des assauts amphibies synchronisés avec les marées, utilisant la connaissance des chenaux étroits et des embouchures des rivières pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Lors des escarmouches le long du détroit de Pentland et dans le nord du Caithness, les chenaux étroits, les promontoires rocheux et les marécages tourbeux ont joué un rôle décisif dans l'issue des combats. Ces conflits étaient rarement des batailles en formation fixe. Il s'agissait plutôt de débarquements coordonnés, d'attaques rapides et d'embuscades localisées. Les campagnes réussies ont renforcé l'autorité de Thorfinn, lui permettant d'imposer des tribus, de faire respecter la loi locale et d'établir une autorité judiciaire fondée sur les traditions juridiques des Orcades et la coutume nordique. Sous Thorfinn, les Orcades et le nord de l'Écosse évoluèrent vers un royaume maritime nordique intégré. Le commerce, la loi et la guerre étaient indissociables. Les mêmes navires qui transportaient de l'argent et de l'ambre transportaient également des guerriers prêts à répondre aux menaces. Cependant, la présence nordique en Irlande a atteint un point symbolique lors de la bataille de Clontarf le Vendredi Saint. Livrée le Vendredi Saint 23 avril 1014, cette bataille reste à ce jour l'un des conflits les plus célèbres de l'histoire médiévale irlandaise. À cette époque, l'Irlande était une mosaïque de royaumes rivaux et de super-royaumes. Le haut roi d'Irlande, Brian Boru de la dynastie d'Al-Jeshais, cherchant à consolider son autorité et à freiner l'influence nordique concentrée à Dublin et dans ses territoires environnants. Dublin était un bastion nordique depuis le milieu du IXe siècle, gouverné par des rois et des jarls tels que Sigtryg Silkbeard, qui entretenait des alliances avec les dirigeants irlandais locaux lorsque cela lui convenait et exerçait un pouvoir économique et militaire considérable grâce à des réseaux commerciaux s'étendant des Hébrides au monde franc. En 1014, les tensions s'étaient intensifiées lorsque Brian chercha à affirmer son contrôle sur le Leinster et les colonies vikings le long de la côte Est, menaçant l'autonomie des souverains nordiques et des rois irlandais alliés. En réponse, une coalition se forma. Les forces nordiques de Dublin, commandées par Sigtryg Silkbeard, s'allièrent à leurs alliés du Leinster sous les ordres de Mael Morda mac Murchada, tandis que Brian dirigeait une armée hétéroclite recrutée dans le Munster, le Connacht, l'Ulster et d'autres territoires alliés. Les forces de Brian dépendaient largement de l'infanterie recrutée, armée d'épées, de lances et de boucliers, disposée en formation de murs de boucliers qui mettaient l'accent sur la cohésion et la protection mutuelle. Les guerriers vétérans de Dal-Jeshais et les contingents alliés apportaient discipline et leadership, tandis que la cavalerie était limitée mais utilisée stratégiquement dans des manœuvres de contournement ou de poursuite. Le contingent nordique combinait des bandes de guerre scandinaves, armées de haches lourdes et de boucliers ronds, avec des milices locales familiarisées avec le terrain, habiles dans les frappes rapides, les embuscades et les tactiques de pillage perfectionnées au fil des décennies. La bataille eut lieu dans les plaines ouvertes près de Clontarf, juste à l'extérieur de Dublin. L'affrontement commença avec les deux camps formant des murs de boucliers et sondant les positions de l'autre. Les Nordiques tirèrent parti de leur expérience du combat au corps à corps et des attaques surprises, essayant de briser les lignes saxonnes irlandaises menées par Munster avec des poussées agressives et des tirs d'archers. Le combat fut féroce et prolongé. Les chroniques contemporaines décrivent le choc comme ayant duré plusieurs heures, le champ de bataille étant transformé en boue par les pieds qui piétinaient et le sang versé.
Brian Boru, bien qu'âgé, commandait depuis le centre, coordonnant les mouvements de l'infanterie et envoyant des renforts aux secteurs menacés. Un moment clé s'est produit lorsque la cohésion de l'Alliance nordique Leinster s'est effondrée. Certains contingents ont été encerclés ou coupés, tandis que les Dál Gésáis maintenaient leur formation et profitaient des brèches dans les lignes ennemies. Vers le soir, les Nordiques et leurs alliés ont été vaincus. Sigtryg Silkbeard survécut, s'enfuyant à Dublin avec le reste de ses forces, mais Mael Morda et de nombreux guerriers éminents tombèrent. Brian Boru lui-même fut tué, vraisemblablement dans sa tente, par des Nordiques en retraite ou des attaquants opportunistes, mais sa mort survint après que l'issue de la bataille fut déjà assurée. Clontarf n'a pas complètement chassé les Vikings d'Irlande. Dublin est resté une colonie nordique gaélique, mais la bataille a mis fin à la domination politique des rois nordiques sur les affaires irlandaises, affaibli l'influence militaire des Vikings et marqué symboliquement l'ascension de la haute monarchie irlandaise, même au milieu de rivalités régionales complexes. Avec le temps, les colons nordiques s'intégrèrent dans le tissu social et culturel des îles. Pendant ce temps, en Europe continentale, les flottes vikings ont commencé à apparaître le long des côtes de la Frise et du nord de la France avant que les Carolingiens ne comprennent pleinement la menace qu'elles représentaient. Après le siège de Paris par Ragnar, qui a conduit Charles le Chauve à payer un lourd tribut pour assurer son retrait, l'activité viking en France s'est considérablement intensifiée. Les Vikings ont reconnu à la fois la richesse des villes franques et la vulnérabilité de leurs défenses. Au cours des décennies suivantes, ils établirent de plus en plus de longs forts, ce qui leur permit d'opérer toute l'année le long de la Seine, de la Loire, de la Somme et d'autres grands cours d'eau. Ces bases fortifiées, souvent situées à proximité des centres urbains, permettaient aux flottes de pillards de pénétrer avec précision à l'intérieur des terres, puis de se retirer en toute sécurité. Les années 860 et 870 ont vu certaines des incursions vikings les plus importantes en France. En 856, Paris a subi un autre siège, cette fois sous une coalition de chefs danois et norvégiens, obligeant Charles le Chauve à organiser des défenses plus coordonnées, notamment des ponts fortifiés et des barricades improvisées sur les fleuves. Les forces vikings attaquèrent à plusieurs reprises Rouen et Meaux, pillant les richesses et prenant des otages. En 885 et 886, une coalition de chefs vikings, dont Sigfred et Rollo, qui devint plus tard le premier duc de Normandie, attaqua à nouveau Paris. Il commandait une flotte estimée à plusieurs centaines de longs bateaux transportant des milliers de guerriers. Les Vikings s'approchèrent de Paris par la Seine, comme ils l'avaient fait sous Ragnar des décennies auparavant. Leurs longs bateaux leur permettaient de se déplacer rapidement, d'éviter les terrains difficiles et d'acheminer des provisions directement à proximité de la ville. Ils construisirent des camps temporaires le long des berges du fleuve, ce qui leur permit de mener des opérations continues pendant les mois d'hiver. Les Vikings ont utilisé des tactiques de siège classiques adaptées à leur mobilité. Ils ont encerclé la ville pour couper les approvisionnements, lancé des attaques de sondage pour identifier les points faibles des remparts et construit des machines de siège improvisées, telles que des échelles et des tours mobiles pour escalader ou frapper les fortifications. En outre, ils ont tenté de saper les ponts et de profiter des marées pour isoler la ville des renforts. Leurs formations en murs de boucliers leur ont permis de repousser les attaques des défenseurs parisiens, tandis que les archers et les frondeurs harcelaient les remparts depuis les rives de la Seine. Les défenseurs francs menés par Eudes, comte de Paris, comptaient sur les fortifications existantes de la ville et sur des défenses improvisées dans la campagne. Ils renforcèrent les remparts, positionnèrent stratégiquement des troupes dans les tours et aux portes et lancèrent des contre-attaques lorsque les forces vikings tentèrent d'établir des points d'appui le long des berges du fleuve. Les rues étroites et les caractéristiques géographiques favorisaient les défenseurs dans les combats au corps à corps, permettant à des forces relativement petites de repousser des contingents plus importants. Les civils apportèrent leur aide en assurant le ravitaillement et en réparant les fortifications endommagées sous la pression. Le siège dura près d'1 an, poussant les deux camps à leurs limites logistiques. Les tentatives vikings pour prendre d'assaut la ville furent repoussées à plusieurs reprises, et les courants et les marées de la Seine compliquèrent leurs manœuvres. Finalement, le siège se termina non pas par une conquête totale, mais par une négociation. Les Vikings acceptèrent un tribut substantiel et convinrent de se retirer.
Le siège marqua un tournant dans la politique défensive carolingienne qui encouragea la construction de fortifications supplémentaires le long des fleuves clés et favorisa une nouvelle prise de conscience de la menace stratégique que représentaient les campagnes vikings soutenues. Au cours de la même période, la vallée de la Loire devint un autre point focal. En 843, les pillards vikings s'emparèrent d'Angers et, dans les années 860, Orléans fut confronté à des attaques répétées. Ces campagnes combinaient souvent des débarquements amphibies et des incursions à l'intérieur des terres, tirant parti de la mobilité des dracars et de la connaissance des réseaux fluviaux. Les Francs réagirent en créant des villes fortifiées, appelées castras. Mais les rivalités politiques internes et les loyautés divisées limitèrent l'efficacité de ces mesures. Le tournant vers la colonisation eut lieu en 911, lorsque Charles le Simple négocia le traité de Saint-Clair-sur-Epte avec le chef viking Rollon. Rollo reçut des terres le long de la Basse-Seine, y compris Rouen, en échange de sa conversion au christianisme et de son serment d'allégeance. Ce traité établit la Normandie, ou terre des hommes du Nord, et marqua le passage du pillage à un gouvernement semi-permanent, les chefs nordiques s'intégrant au système féodal franc tout en conservant leur tradition militaire. Au fil du temps, la Normandie devint une base à partir de laquelle les descendants de Rollon, dont Guillaume le Conquérant, exercèrent une profonde influence sur l'Angleterre et le nord de la France. Les Vikings s'aventurèrent également vers le sud, avec des flottes naviguant entre 859 et 861 autour de la péninsule ibérique vers la Méditerranée. Ces marins pillèrent Al-Andalus, les terres contrôlées par les Arabes en Espagne et au Portugal. Ils testèrent les fortifications arabes et attaquèrent jusqu'en Afrique du Nord. À l'est, les Scandinaves, plus tard appelés Varegs, ont voyagé le long des voies fluviales vers la mer Noire, établissant des comptoirs commerciaux parmi les forêts denses habitées par des tribus slaves telles que les Krivitch, les Ilmenslaves et les Tchouds. En 862, ces tribus invitèrent le chef nordique Rurik à régner, et celui-ci établit une base à Novgorod, jetant les bases de la politique des rues. Son successeur, Oleg, transféra la capitale à Kiev en 882, positionnant les rues entre les forêts du Nord, les steppes et la richesse de Constantinople. En 907, le prince russe Oleg, régnant depuis Kiev, lança une expédition militaire calculée contre Constantinople, le joyau de l'Empire byzantin. L'armée d'Oleg était principalement composée de Varegs, renforcés par des milices slaves du Dniepr et des principautés environnantes. Leurs longs bateaux leur permettaient de naviguer rapidement sur le Dniepr et la mer Noire, ce qui permit à la force de pénétrer profondément dans le territoire byzantin. Oleg divisa sa flotte et déploya des détachements pour menacer simultanément plusieurs points le long de la côte, utilisant l'effet de surprise et l'impact psychologique des attaques amphibies soudaines pour pousser Constantinople à négocier. Les Byzantins, experts en défense urbaine et en art du siège, comptaient sur les formidables triples remparts de la ville, les ports bloqués par des chaînes et la garnison des troupes impériales. Cependant, Oleg évita un siège à grande échelle qui aurait directement mis à l'épreuve ses défenses. Il bloqua plutôt le port et démontra le potentiel destructeur de sa flotte, attaquant les colonies voisines, coupant les lignes d'approvisionnement et menaçant les abords de Constantinople. Cette combinaison de pression militaire et de manœuvres diplomatiques contraignit les Byzantins à négocier. Le traité, qui en résulta, accordait aux Russes le droit de commercer régulièrement le long des routes du Dniepr et de la mer Noire, échangeant des fourrures, du miel, de la cire et des esclaves contre de l'argent, du vin et des produits de luxe tels que la soie. Des décennies plus tard, en 941, le successeur d'Oleg, Igor, lança une autre campagne contre Constantinople. Contrairement à Oleg, l'assaut d'Igor fut une confrontation militaire directe. Sa flotte, plus importante que celle d'Oleg, navigua vers le Bosphore dans l'intention d'imposer un tribut ou une conquête. Les Byzantins répondirent à l'attaque en utilisant de manière décisive le feu grégeois, une arme incendiaire qui pouvait adhérer au bois et au métal, incendiant les navires et semant le chaos parmi les forces d'Igor. Les Russes subirent des pertes catastrophiques, une grande partie de leur flotte étant détruite et de nombreux guerriers tués ou capturés. Malgré ce revers, en 944, les deux camps rétablirent leurs relations commerciales, reconnaissant leur intérêt mutuel. Les Russes furent autorisés à commercer librement à nouveau,
et, avec le temps, nombre de leurs guerriers entrèrent au service de Byzance. Ces varègues, grands, lourdement armés et aguerris, furent institutionnalisés sous le nom de garde varègue byzantine, mercenaires d'élite assermentés pour protéger l'empereur. Pendant ce temps, l'Europe occidentale continuait à faire face à la pression viking. Au milieu du XVe siècle, l'expansion viking passa du pillage à la colonisation, au commerce et au gouvernement. Les princes russes construisirent des villes le long des fleuves, les Normands cultivèrent d'anciennes zones de pillage, et les varègues servirent dans des cours étrangères. L'apogée de la guerre, la société et la politique vikings, le IXe siècle touchait à sa fin. Avant le lever du jour, la Scandinavie était plongée dans le silence. Le long de la côte norvégienne, les fjords ressemblaient à des bassins d'encre sous d'imposantes parois de granit, leurs rives couvertes de givre qui scintillaient faiblement dans la lumière tamisée. Une rafale solitaire balayait la mer de Norvège, emportant sel et algues, ondulant sur l'eau jusqu'à se dissoudre contre les falaises. Au Danemark, l'hiver s'accrochait obstinément aux basses terres, les marais s'évaporant sous la première chaleur matinale, le vent claquant sur les terres agricoles ouvertes où les longues maisons se dressaient à l'horizon, leurs toits de chaume assombris par la rosée. La Suède se réveillait plus lentement. Les rivières glissaient hors des forêts comme des fils d'argent, serpentant le long des tumulus funéraires et des salles en bois où les jarls se levaient pour affronter une nouvelle journée incertaine. Ces paysages murmuraient le changement. La Scandinavie n'était plus une constellation de chefs locaux faiblement connectés. Les anciennes querelles locales, qui ne concernaient autrefois qu'un fjord ou une vallée, s'inscrivaient désormais dans des luttes plus larges pour la suprématie. Au nord, dans les basses terres, dans les forêts profondes, le vieux monde tremblait. À l'ouest, les îles britanniques étaient divisées entre les rois saxons, les colons nordiques et les ombres déclinantes des anciens royaumes. La mer du Nord, agitée comme un être vivant, les reliait à la Scandinavie. Au sud, les royaumes carolingiens se fragmentaient sous la pression des dynasties, laissant la France riche mais vulnérable. La Baltique restait le théâtre d'alliances changeantes et de voies navigables dangereuses, tandis que tout à l'est, les steppes s'étendaient sous un ciel si vaste qu'il semblait engloutir l'horizon, apportant des vents qui façonnaient la fortune des Russes. Vers l'an 900 après Jésus-Christ, cette pression croissante se cristallisa autour d'un personnage dont l'ambition allait remodeler le Nord. Harald Fairhair était destiné à unifier les chefferies norvégiennes fragmentées sous une seule couronne. Dans les fjords de l'ouest de la Norvège, où la mer se précipitait dans des canaux étroits flanqués de falaises abruptes, les rivaux de Harald se disputaient depuis longtemps la suprématie. Les montagnes comprimaient la terre en poches de pouvoir, amplifiant chaque conflit. Cependant, Harald vit une opportunité dans ces paysages accidentés. À travers ses campagnes, il défia l'ancien ordre des chefs tribaux indépendants. En 872, Harald Fairhair affronta la confrontation la plus décisive, la bataille de Hafrsfjord. Le fjord lui-même, une étroite crique près de l'actuel Stavanger, offrait à la fois un décor spectaculaire et un creuset tactique. Les falaises abruptes comprimaient les eaux, canalisant les navires dans un passage où la manœuvrabilité était limitée et où toute erreur pouvait être fatale. Harald, déterminé à imposer son autorité sur les petits rois et les jarls rivaux le long de la côte ouest, rassembla une flotte de plusieurs centaines de dracars. Chaque bateau transportait entre 40 et 60 guerriers, dont des hommes lourdement armés de casques en fer, de haches, d'épées et de lances, soutenus par des tirailleurs légèrement armés, entraînés au tir à l'arc et au combat en formation de murs de boucliers. Leurs adversaires rassemblèrent une force comparable. La bataille se déroula sous la forme d'une série complexe de manœuvres dans les eaux étroites du fjord. Les forces de Harald cherchèrent à dominer le chenal en disposant leurs dracars en formation compacte, avec des boucliers entrelacés pour créer des murs défensifs mobiles, tandis que des haches et des lances étaient utilisées pour affronter les adversaires à courte distance. Il a utilisé une combinaison d'assauts frontaux et de mouvements de contournement, utilisant des bateaux plus petits et plus maniables pour harceler les flancs ennemis, tandis que la majeure partie de sa flotte faisait pression sur la ligne centrale. Les chefs rivaux ont eu recours à des tactiques similaires, formant des murs de boucliers sur leurs bateaux et tentant d'aborder les navires de Harald, cherchant à briser la cohésion et à disperser leur formation. Les rames se brisèrent sous les coups,
Les boucliers volèrent en éclats et les guerriers tombèrent dans les eaux glacées où seuls les nageurs aguerris ou ceux secourus par leurs compagnons survécurent. L'affrontement dura des heures et la défaite finit par pencher en faveur de Harald. Sa coordination supérieure, la loyauté de ses vassaux et sa capacité à faire tourner des unités fraîches issues des réserves ont été décisives face à une opposition moins disciplinée. Beaucoup des chefs vaincus ont été assassinés, tandis que d'autres se sont soumis à l'autorité de Harald, acceptant son gouvernement en échange du maintien de leurs privilèges locaux. Après la victoire, Harald a consolidé son contrôle sur l'ouest de la Norvège. Il établit une monarchie centralisée qui réduisit l'autonomie des jarls locaux et jeta les bases d'un royaume norvégien unifié. La victoire à Hafrsfjord envoya également un message fort à travers les fjords et vers les régions environnantes. Toute résistance à l'unification de Harald était vaine, et sa flotte pouvait imposer son autorité là où la diplomatie échouait. De l'autre côté du détroit, le Danemark suivit sa propre voie vers l'unification. Dans les années 930 et 940, Gorm l'Ancien établit les premiers fondements solides de la monarchie danoise, régnant sur des terres basses fertiles, traversées par des marais et des terres agricoles qui favorisaient un contrôle centralisé. En 958, Harald Bluetooth monta sur le trône du Danemark, héritant d'un royaume qui n'était que partiellement unifié et encore imprégné des anciennes traditions païennes. Dès le début, Harald poursuivit un double objectif de consolidation politique et de transformation religieuse. Il imposa le christianisme dans tout son royaume par la persuasion et la coercition, obligeant les jarls et les chefs locaux à accepter le baptême, tout en punissant ou en exilant ceux qui s'y opposaient. Les temples païens et les forêts sacrées furent démantelés et les idoles en bois abattus. Le clergé du Saint-Empire romain germanique fut invité à établir des églises, à enseigner la nouvelle foi et à intégrer le Danemark dans les réseaux religieux et politiques continentaux, conférant ainsi une légitimité au gouvernement de Harald et un cadre spirituel à la gouvernance. Dans le même temps, Harald entreprit un programme sans précédent d'ingénierie militaire et administrative. Il commanda la construction de forteresses circulaires, connues sous le nom de Trelleborgs, qui apparurent dans le Jutland, en Zélande et en Scanie. Ces forteresses étaient extraordinaires par leur précision et leur conception. Elles mesuraient entre 120 et 150 mètres de diamètre et étaient entourées de remparts parfaitement circulaires, renforcés par des palissades en bois. À l'intérieur, les rues rayonnaient à partir d'une zone centrale de commandement, divisant l'intérieur en parcelles standardisées pouvant accueillir des troupes, des provisions et des chevaux. Chaque forteresse comprenait des casernes pour l'infanterie, des entrepôts pour les armes et la nourriture, ainsi que des tours de guet qui dominaient les champs environnants et les rivières. Ces trellbords avaient plusieurs fonctions. Sur le plan militaire, elles servaient de garnison, protégeant les routes commerciales clés et fournissant des bases sûres à partir desquelles Harald pouvait réagir rapidement aux soulèvements locaux ou aux menaces étrangères. Sur le plan administratif, elles symbolisaient le contrôle centralisé, renforçant la présence du roi dans des régions qui étaient auparavant dominées par des chefs semi-indépendants. Stratégiquement situées à proximité des rivières, des côtes et des routes, elles permettaient à Harald de surveiller les mouvements, de percevoir des impôts et de faire respecter la loi et l'ordre. Leur conception circulaire permettait aux défenseurs de concentrer leur puissance de feu le long des remparts et de couvrir les accès sous plusieurs angles. Le Danemark n'était plus un réseau dispersé de territoires, mais un royaume capable de se défendre, de projeter son influence à l'extérieur et d'intégrer le Nord païen dans le monde chrétien européen. Alors que la Norvège et le Danemark se consolidaient sous des dynasties émergentes, l'esprit viking continuait de se manifester à travers la Scandinavie. Les dracars glissaient sur le Skagerrak, transportant des marchands à Edeby, des pillards en Angleterre et des émissaires chez les Russes, où les steppes et les cours byzantines façonnaient de nouveaux mondes loin des mers du Nord. Olaf Tryggvason revint en Norvège en 995, après avoir passé une grande partie de sa jeunesse à l'étranger, notamment en exil dans les cours du Danemark, de l'Angleterre et peut-être chez les Russes à Novgorod, déterminé à consolider le royaume fragmenté sous la bannière du christianisme. Né vers 963, Olaf était issu d'une lignée noble,
lié aux anciens souverains norvégiens, mais l'instabilité politique et les factions rivales l'avaient contraint à l'exil dans sa jeunesse. Sa campagne combinait diplomatie, coercition et action militaire. Les chefs furent contraints d'accepter le baptême ou de s'exiler, les idoles et les forêts sacrées furent détruites et des églises furent établies dans des colonies clés. Sa flotte, composée de plusieurs dizaines de longs bateaux, transportant chacun 40 à 60 guerriers lourdement armés, patrouillait les fjords avec une rapidité remarquable, utilisant les réseaux fluviaux étroits pour projeter sa puissance et intimider les jarls récalcitrants. Ces hommes étaient un mélange de guerriers lourdement armés de haches, d'épées et de lances, et d'escarmouches légèrement armés, habiles aux tirs à l'arc et aux actions d'abordage. En l'an 1000, l'expansion agressive d'Olaf et la christianisation forcée lui avaient valu de nombreux ennemis. Le roi danois Svein Forkbeard, le roi suédois Olof Skotkonung et les chefs norvégiens, mécontents de ses méthodes autoritaires, rassemblèrent une flotte plus importante que celle d'Olaf, avec des centaines de navires disposés le long de la côte baltique près de l'île de Svolder. La bataille de Svolder se déroula dans des eaux traîtresses, les navires se faufilant entre des promontoires rocheux et des passages étroits. Olaf tenta de maintenir la cohésion en formant une ligne défensive avec ses dracars équipés de haches et de lances, prêts pour le combat au corps à corps. La stratégie de la coalition consistait à encercler sa flotte, à couper les voies de retraite et à bombarder les navires norvégiens depuis plusieurs directions. Les boucliers se brisèrent, les rames furent détruites, et de nombreux guerriers tombèrent dans la mer glacée, se noyant ou s'agrippant aux débris. Les voiles et le gréement se déchirèrent, et les vagues s'agitèrent de débris d'épaves tandis que les navires d'Olaf étaient encerclés et systématiquement frappés. Le dernier combat d'Olaf fut aussi héroïque que tragique. Ses navires submergés et ses hommes morts ou dispersés, il se jeta à la mer, refusant d'être capturé. La mort d'Olaf laissa le royaume fracturé, le pouvoir revenant aux chefs régionaux et l'influence étrangère s'accroissant, en particulier celle du Danemark et de la Suède. Cependant, sa campagne sema l'idée d'une Norvège unifiée et chrétienne. Bien que la consolidation politique immédiate ait échoué, le précédent de l'autorité centrale et de la réforme religieuse perdura, influençant les rois suivants. C'est dans ce royaume instable qu'arriva Olaf Haraldsson. Entre 1015 et 1030, il consolida la monarchie, codifia les lois et étendit l'autorité chrétienne à travers les régions résistantes. Le 29 juillet 1030, Olaf affronta une large coalition d'agriculteurs locaux, de paysans et de chefs régionaux qui s'opposaient à ces réformes centralisatrices et à l'expansion du christianisme, ainsi que les jarls qui regrettaient la perte de leur autonomie traditionnelle. La veille de la bataille fatidique de Stiklestad, Olaf commandait environ 6000 hommes, dont des vassaux loyaux, des chevaliers et des forces recrutées dans des régions alliées, tandis que la coalition adverse, formée par Trøndelag, Hålogaland et les districts voisins, comptait un nombre similaire d'hommes, mais beaucoup étaient des paysans légèrement armés, renforcés par des guerriers professionnels. Le champ de bataille lui-même était une vaste plaine vallonnée près du village de Stiklestad, dont le terrain ouvert limitait l'avantage défensif que les caractéristiques naturelles auraient pu offrir. Olaf disposa ses forces en formation de murs de boucliers. Il plaça les gardes lourdement armés au centre pour absorber les attaques, tandis que les guerriers légèrement armés et les archers se positionnèrent sur les flancs pour harceler l'ennemi et désorganiser ses formations. La bataille commença par une série d'attaques exploratoires, lorsque les forces paysannes, encouragées par les chefs locaux, testèrent l'intégrité des lignes d'Olaf. Le combat s'intensifia en une lutte corps à corps féroce, avec des haches, des épées et des lances s'entrechoquant à courte distance. Les récits contemporains décrivent des vagues d'attaquants pressant contre le mur de boucliers d'Olaf, essayant de le briser par le poids de leur nombre, tandis que les hommes d'Olaf ripostaient par des poussées, des coups de bouclier et des attaques coordonnées. La pluie avait transformé le terrain en boue, rendant la cavalerie difficile et faisant glisser les hommes, tandis que les rafales de vent rendaient les armes à distance imprévisibles. Au fur et à mesure que la bataille avançait, les forces d'Olaf commencèrent à vaciller. La désertion, l'épuisement et la désorganisation, en particulier parmi les paysans recrutés, permirent à la coalition adverse d'exploiter les brèches dans la formation. Olaf fut frappé à plusieurs reprises, certains coups étant portés par d'autres Norvégiens.
Lorsqu'il finit par tomber, son corps resta dans la boue, mais il fut plus tard récupéré et enterré. Les conséquences de Stiklestad furent politiquement complexes. Sur le plan militaire, ce fut une victoire pour les forces anti-centralisation qui mirent temporairement un terme à la campagne d'Olaf. Cependant, à long terme, la bataille est devenue un puissant symbole de martyr. Les récits de miracles sur le lieu de la tombe d'Olaf se sont rapidement répandus, ce qui a conduit à sa canonisation en tant que Saint Olaf, ce qui a renforcé la monarchie chrétienne et donné une légitimité divine au futur roi. Pendant ce temps, les ambitions du Danemark ont atteint la mer du Nord. En 1003, Svein Forkbeard traversa la Manche pour revendiquer le trône d'Angleterre. Son fils Knut poursuivit la campagne après la mort de Svein, s'emparant de l'Angleterre en 1006 et unissant finalement le Danemark, la Norvège et l'Angleterre au sein de l'Empire de la mer du Nord. Cependant, après la mort de Knut en 1055, l'Empire se fractura. Au milieu du XIe siècle, la Scandinavie s'était transformée. Elle était devenue chrétienne, consolidée et politiquement sophistiquée. Le déclin de l'ère viking. Au début du XIe siècle, la Scandinavie oscillait entre les anciennes coutumes de pillage et une nouvelle ère de rois, de lois et de foi. En Norvège, les fjords sculptés par les glaciers canalisaient l'ambition vers les mains des monarques émergents, tandis que les montagnes escarpées et les vallées étroites, autrefois dominées par des jarls rivaux, s'inclinaient désormais devant l'autorité des dirigeants centraux. Le Danemark, sous les descendants de Gorm l'Ancien et Harald Bluetooth, a vu ses plaines fertiles se transformer en centres administratifs parsemés d'églises en pierre et de forteresses circulaires, les Trelleborg. Même la Suède, avec ses vastes forêts et ses rivières sinueuses, a entamé la lente consolidation de clans fragmentés en territoires gouvernés par des rois plus puissants, dont les cours étaient de plus en plus peuplés de prêtres, de scribes et de fonctionnaires chargés de faire respecter la loi et la pratique chrétienne. La géographie continuait de dicter la stratégie, les rivières servant d'artères pour le commerce et le mouvement des troupes, tandis que les fjords et les marais pouvaient cacher ou piéger des forces. Mais les structures politiques amplifiaient désormais la portée de l'autorité au-delà des anciens bastions locaux. Les dracars, qui n'étaient auparavant utilisés que pour des raids saisonniers le long des côtes de l'Angleterre, de la France et de l'Atlantique Nord, servaient désormais d'instruments de défense appelés royaux et d'échange commercial. Les marchands transportaient du fer, de l'ambre, des fourrures et de l'ivoire de morse à travers des ports surveillés et fortifiés, tandis que les guerriers trouvaient à s'employer au service des rois et de leurs royaumes émergents plutôt que de se livrer à des pillages individuels. Le christianisme se répandait de manière constante, supplantant les rites ancestraux et légitimant les nouveaux monarques. L'ancienne éthique de l'honneur et de la rétribution persistait, mais elle était de plus en plus étroitement liée à la loyauté, à la gouvernance et aux alliances stratégiques. Le monde viking, des pillages et des bandes de guerriers indépendants cédait la place à des royaumes où les rois, le clergé et les marchands se partageaient le contrôle de la terre et de la mer, mais la puissance élémentaire de l'hiver, des fjords et de la mer du Nord agitée continuait de façonner la vie et les ambitions de ceux qui considéraient la Scandinavie comme leur patrie. Le calme de cette tension fut rompu avec Harald Hardrada. Ancien exilé et mercenaire varangien à Constantinople, il revint en Norvège avec richesse, expérience et ambition. Ses armées s'agrandirent, attirées par la loyauté et l'or. En 1066, il lança une campagne à travers la mer du Nord vers l'Angleterre. Dans l'estuaire de la Humber, il débarqua avec des dracars fendant les vagues, ses hommes prêts au combat. À Stamford Bridge, les forces de Harald Hardrada, qui comptaient environ 10 000 hommes, affrontèrent les forces du roi Harold Godwinson, composées de housecarls et de la milice recrutée. Les troupes de Hardrada étaient principalement composées de guerriers vikings chevronnés, d'infanterie aguerrie au combat, armés de haches, d'épées et de boucliers ronds, avec quelques troupes légères expertes en tir à l'arc. De leur côté, les hommes de Godwinson s'appuyaient sur des formations disciplinées en murs de boucliers, entraînés aux manœuvres coordonnées et à la cohésion défensive, renforcés par des levées montées et à pied provenant des régions environnantes. La bataille se déroula le long des rives de la rivière, près du village de Stamford Bridge, où les Nordiques furent surpris après une longue marche vers l'intérieur des terres. Les Anglais profitèrent du terrain,
forçant les forces de Hardrada à combattre sur un champ de bataille restreint. Des escarmouches initiales éclatèrent lorsque les éclaireurs et les avant-gardes se heurtèrent, mais les armées principales s'affrontèrent rapidement. Les formations en murs de boucliers de Hardrada avancèrent dans les formations traditionnelles nordiques en coin, haches brillantes et lances brandies, tentant de briser la ligne anglaise. Les housecarls de Godwinson ripostèrent avec des boucliers solidement entrelacés et des lances poussées, absorbant les assauts et contre-attaquant avec des salves disciplinées. Le combat allait d'un côté à l'autre. De la rivière et les berges boueuses compliquèrent les manœuvres. Les archers tentaient de perturber les formations. Le tournant décisif survint lorsque Hardrada, trop étendu et isolé sur le champ de bataille, vit ses lignes perturbées par des attaques de flanc et des levées anglaises faisant pression depuis l'arrière. Épuisés par la marche forcée soudaine et confrontés à un ennemi cohésif, les formations nordiques commencèrent à se fragmenter. Hardrada combattit au front et fut tué d'un coup de lance à la gorge ou à la tête, provoquant une onde de choc parmi ses troupes. Une fois leur roi tombé, le moral s'effondra. De nombreux guerriers vikings se rendirent, furent tués ou s'enfuirent vers les navires restants. Les conséquences mirent fin à la menace norvégienne pour l'Angleterre et marquèrent l'un des derniers exemples à grande échelle de l'affrontement entre les armées vikings traditionnelles de pillards et l'infanterie organisée et centralisée sous le commandement d'un monarque. Après Stamford Bridge, les pillages et les conquêtes diminuèrent. Les royaumes scandinaves se consolidèrent sous le règne chrétien, les villes fortifiées défendirent les côtes et le commerce devint le moteur central de la richesse. Les fjords, les rivières et les mers restèrent, mais ils nourrissaient désormais des États, plutôt que de favoriser des conquêtes lointaines. L'ère viking s'évanouit, ne laissant derrière elle que son souvenir. Guillaume le Conquérant. La Scandinavie s'éveilla une fois de plus sous des fjords enveloppés de brouillard, des plaines balayées par le vent et des rivières lentes et énergiques. Au-delà de ces côtes, l'Atlantique Nord reliait un monde de royaumes endurcis, de rivières patrouillées et de steppes agitées, où le pouvoir, le commerce et la guerre s'entremêlaient. Dans cet ordre changeant, les héritiers de l'ère viking, les royaumes norvégiens, danois et suédois, se présentaient transformés. Les guerriers ne vagabondèrent plus seulement pour piller, mais servaient les rois et les lois, leurs navires et leurs compétences étant désormais des instruments d'État et de commerce. Cependant, le souvenir des anciennes coutumes persistait, gravé dans les longues maisons, dans les coques des bateaux et dans les champs de bravoure et de conquête. Nulle part cet héritage n'était plus visible qu'au-delà du canal, en Normandie, où les descendants des colons vikings avaient forgé une principauté à la fois farouchement martiale et profondément adaptable. Pendant plus d'un siècle, les Normands, nés de sang nordique mais profondément influencés par la langue franque, les coutumes féodales et la loi chrétienne, étaient devenus une force dont les ambitions dépassaient largement leur étroite bande côtière. Leur cavalerie tonnait à travers les champs ouverts avec la précision d'un seul esprit. Leurs ducs commandaient une loyauté forgée par une générosité calculée et une discipline de fer. Leurs monastères et leurs cours battaient au rythme de la richesse tirée des terres conquises et des ports animés. Au château de Rouen, l'odeur du cuir tanné, de la cotte de maille huilée se mêlait à la fraîcheur de la Seine, et dans ses couloirs, Guillaume, duc de Normandie, portait en lui l'énergie agitée de ses ancêtres vikings. De l'autre côté de la mer, l'Angleterre représentait à la fois une récompense et un défi. La mort du roi Édouard le Confesseur en janvier 1066 avait laissé la succession du royaume incertaine, ses manias divisées, ses frontières vigilantes mais inquiètes. Harold Godwinson, récemment couronné, cherchait rapidement à rétablir la stabilité. À la fin du mois de septembre, après l'échec de l'assaut de Hardrada à Stamford Bridge, qui s'était effondré sous la contre-attaque précipitée d'Harold Godwinson, le roi anglais ne prit que le temps d'enterrer les morts avant de se diriger vers le sud. Son armée était épuisée, décimée, ses rangs réduits par la férocité de la bataille dans le nord. Cependant, les vents qui soufflèrent sur la Manche apportèrent des nouvelles inquiétantes. Guillaume avait débarqué à Pevensey. Le duc normand se trouvait sur le sol anglais, sa cavalerie débarquait, ses archers se formaient, ses bannières se déployaient sous le soleil d'automne. La conquête avait commencé. Sur les collines près de Hastings, sous un ciel strié de nuages en mouvement, se forma le mur de boucliers anglais, une muraille vivante d'hommes armés de haches, de lances et d'une détermination à toute épreuve.
C'était le 14 octobre 1066. L'armée de Guillaume était composée d'une force hautement disciplinée et équilibrée d'environ 7000 hommes, divisée en 3 composantes principales. Une infanterie armée de lances, d'épées et de boucliers. Une cavalerie de chevaliers lourdement armés, entraînés aux charges et aux manœuvres de flanc, et des archers qui lançaient des salves de flèches pour perturber les formations ennemies. Les forces d'Harold, composées d'environ 5000 à 7000 hommes, reposaient principalement sur l'infanterie, les housecarls, des serviteurs professionnels armés de haches et d'épées, et le fyrd, des levées locales recrutées dans les comtés anglais, plus légères et équipées de lances, d'arcs et de boucliers. La bataille se déroula sous la forme d'une interaction tendue entre les attaques normandes et la résistance saxonne. Les premières attaques normandes reposaient en grande partie sur les archers qui tentèrent de percer le mur de boucliers suivis par des avancées d'infanterie pour sonder les brèches. Des charges de cavalerie étaient ensuite lancées pour briser et encercler des sections du mur, exploitant toute perturbation causée par les archers ou les faux retraits. Guillaume a utilisé la ruse, ordonnant des retraites contrôlées pour attirer des parties des forces d'Harold en contrebas vers des positions vulnérables, brisant ainsi la cohésion du mur de boucliers. Le combat était rapproché et brutal, avec des vagues répétées de troupes normandes se heurtant aux Saxons bien campés. Les forces d'Harold réussirent à repousser les premières attaques, mais la coordination normande, combinée à un tir à l'arc soutenu et à des manœuvres stratégiques de cavalerie, éroda progressivement leur défense. Cela fut suivi par la mort de chefs saxons éminents et, finalement, d'Harold lui-même, qui fut touché à l'œil par une flèche. Les lignes anglaises cédèrent et se dispersèrent. Avec le couronnement de Guillaume à Noël 1066, l'héritage de l'ère viking prit une nouvelle forme surprenante. Les descendants nordiques occupaient désormais le trône anglais, façonnant ses lois, sa langue, son architecture et son aristocratie. Les échos des Dracars s'estompèrent, remplacés par des forteresses de pierre, des levées féodales et la réorganisation lente et délibérée d'un royaume conquis. Cependant, sous ce nouvel ordre, les fils les plus profonds de l'héritage nordique continuaient de résonner. La charge de la cavalerie normande portait les traces de l'audace viking. Les structures administratives imposées aux comtés anglais reflétaient un goût hérité pour l'autorité, perfectionné au fil des générations de consolidation scandinave. Les grandes maisons en bois d'Angleterre ont cédé la place à la pierre normande, mais la fusion culturelle qui a suivi a emporté avec elle des souvenirs des deux. En Islande, loin des centres politiques européens, les sagas ont commencé à prendre forme sous forme écrite au cours des XIIe et XIIIe siècles. Ces longs récits, à mi-chemin entre la chronique familiale et la biographie héroïque, ont préservé les traditions orales d'un monde qui s'effaçait déjà dans l'histoire. Les découvertes archéologiques ont encore approfondi cette image. Les bateaux déterrés à Gokstad et Osberg ont révélé l'étonnant savoir-faire artisanal qui a stimulé l'expansion nordique. Des coques construites avec élégance et équilibre, des détails sculptés avec des bêtes enroulées et des lignes entrelacées, des biens funéraires reflétant à la fois la vie quotidienne et la complexité spirituelle. Ainsi, la conquête normande fut le dernier écho de l'agitation du Nord résonnant à travers un monde en rapide mutation, un monde qui absorba l'héritage viking dans ses propres fondements.